Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog. Nous sommes le lundi 10 mars, c'est la fin d'après-midi. J'ai terminé de travailler, ou du moins mon chien fait bouger le trépied, ou du moins je fais une pause pour ouvrir ce vlog et vous parler de mes lectures. Hier, j'ai enfin terminé le livre d'Éric Foissier, la saga d'Héloïse l'apothicaire. C'est le premier tome, Bayard et le crime d'Amboise, que j'ai là aux éditions Le Livre de Poche. Je vous invite à voir mon vlog précédent ou alors je vous mettrai en description le résumé du livre parce que c'est vrai qu'en fait ça a été la seule lecture qui m'a accompagnée la semaine dernière, donc je vous en ai quand même un petit peu parlé. Je vais pas plus m'étendre en tout cas sur le résumé du livre. Hier, je vous disais en clôturant le vlog précédent que je ne comprenais pas pourquoi j'étais à la moitié du livre et il n'y avait toujours pas Héloïse dans l'histoire. Enfin, on l'avait vu genre 2-3 scènes mais sans plus. Alors je me disais mais la saga porte son nom, on devrait l'avoir beaucoup plus. Écoutez, hier à 19h30, je me suis mise dans le lit et j'ai fini donc ce livre-là, j'ai lu la moitié restante. Il m'a suffi d'un chapitre pour qu'Héloïse rentre en jeu. Ça y est, comme je vous l'ai dit, en plus, l'apothicarerie était étroitement liée à la mort de Charles VIII et surtout en fait à l'enquête de Bayard. Donc une fois ce rouage enclenché, bien évidemment qu'Héloïse allait être omniprésente dans le reste de l'histoire, sachant qu'en plus Bayard et elle vont mener leur petite enquête. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, ça m'a fait beaucoup de bien de lire un thriller et qui plus est médiéval, de me replonger un petit peu dans cette histoire de France. En plus, à la fin, on a des notes de l'auteur pour nous indiquer le vrai du faux, voilà, ce qu'il a arrangé à sa sauce et ce qui est par contre véridique. Et tout au long de l'histoire, on a quand même des notes de bas de page pour nous donner certaines informations complémentaires. C'est plutôt pas mal parce que pour le coup, on n'en est pas inondé et donc ça nous coupe pas trop vraiment notre lecture. C'est un livre qui est quand même assez court, il fait 370 pages, c'est écrit assez gros, enfin assez gros, c'est quand même comme dans les éditions le livre de poche, mais je trouve ça agréable à lire. Donc en fait, il se lit assez vite parce que comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai lu en 2 fois presque. Et il est très prenant. Il n'y a pas vraiment d'action à proprement parler, mais en tout cas, il n'y a pas de temps mort. Et c'est ce que j'ai trouvé très agréable. Il n'y a pas de blabla, on n'a pas le temps de s'ennuyer. En revanche, j'avoue avoir trouvé le coupable. En tout cas, j'avais ma petite idée et ça s'est révélé vrai. Bon, ça ne gâche en rien non plus la lecture parce qu'on n'a jamais réellement tous les éléments. C'est un livre, je pense, que vous pouvez lire en one shot si vous voulez parce que on comprend quand même à la fin qu'on va retrouver dans les prochains tomes Bayard et Héloïse parce qu'en fait, leur histoire à eux deux n'est pas terminée. Mais l'histoire et l'enquête sur la mort de Charles VIII en elle-même, elle est bouclée. C'est pour ça je pense que vous pouvez lire juste celui-là si ça vous intrigue et ne pas lire le reste si vous aimez pas ou si vous vous dites que vous en avez eu assez par exemple. Je pense avoir quand même un petit faible pour le Bureau des Affaires Occultes, son autre saga, où j'ai trouvé que les histoires, j'ai lu que les 2 premiers tomes, si je dis pas de bêtises, oui, j'ai que les 2 premiers tomes. Je les ai trouvés un peu mieux, pas construits, mais avec un peu plus de suspense, de rebondissement et de retournement de situation. Alors que dans celui-là, je peux pas vous dire qu'il y ait énormément de rebondissements ou qu'il y ait des révélations waouh, choc. J'ai pas trouvé. Ça reste quand même une bonne lecture. Ça m'a fait passer un très bon moment, j'ai pu me déconnecter et je pense que c'est l'essentiel. Ce matin, j'ai commencé une nouvelle lecture que je n'aurai pas en format papier parce que je l'écoute en audio sur Audiolib. C'est le dernier Joël Dicker qui est sorti, il me semble, la semaine dernière. Et alors là, le titre m'échappe. Je crois que c'est La véritable catastrophe au zoo, quelque chose comme ça. Non, la catastrophique visite au zoo. Bref, je vous insère l'image juste ici. J'adore Joël Dicker et pour ceux qui me suivent depuis l'époque des vlogs à Montpellier, vous savez que généralement je cours en librairie le jour de ses publications pour acheter les livres et les dévorer dans la foulée. Mais cette année, c'est pas le cas et je vais même vous dire mieux, l'année dernière, ça n'a pas été le cas non plus. J'ai tous ces livres sauf 2. Il y a Un animal sauvage que je n'ai pas et donc ce dernier là qui est sorti la semaine dernière. Pour la simple et bonne raison que Un animal sauvage ne m'attire pas. Voilà, c'est pas qu'il m'a pas convaincue parce que je l'ai pas lu, mais c'est la 4e de couverture ne m'a pas forcément emballée. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce livre-là si vous l'avez lu, si vous l'avez trouvé aussi bien que ces autres livres, parce que en plus j'ai toujours aimé les Joël Dicker, sauf un
C'est l'énigme de la chambre 622, 626, 622, où je l'ai trouvé beaucoup trop rocambolesque à la fin, et donc j'étais un peu sortie de ma lecture. Et je sais pas pourquoi, il y a 2 ans, je n'ai pas été attirée par un animal sauvage. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et concernant son dernier livre, donc de la visite du zoo, bon, je sais que j'ai pas le titre, mais on va l'appeler comme ça pour le moment. Je me suis pas non plus ruée en librairie parce qu'en fait, j'ai vu que c'est un livre qui change énormément de ce qu'il a l'habitude de proposer. Et donc, j'ai commencé cette lecture qui est assez courte parce que je crois qu'elle fait que 3 heures. Donc, le livre doit être rikiki, à mon avis, doit faire à peine 200 pages. Donc, dans cette histoire, on va suivre Joséphine qui, me semble, a 6 ans. Et elle nous dit qu'elle va nous raconter ce qui s'est véritablement passé le jour de cette visite au zoo. Mais que pour comprendre cet événement, qui est en fait un événement isolé, il faut remonter un petit peu le temps, étant donné que c'est la conséquence d'une avalanche d'événements catastrophiques au sein de l'école qui vont mener à cette visite au zoo et surtout à ce qui s'est passé. On remonte le temps quelques jours en arrière où tout commence en fait par un matin très classique. Elle va dans son école, sauf qu'une fois arrivée devant, elle se rend compte qu'il y a des pompiers et que l'école est un peu sous l'eau. En fait, elle a subi une inondation durant le week-end où des robinets dans les toilettes n'ont pas été fermés et donc tout le week-end de l'eau a coulé. Sous ordre des pompiers, l'école doit être fermée et donc Joséphine et ses 5 camarades de classe sont envoyés à l'école d'en face qui est l'école pour les enfants normaux. On comprend que Joséphine et ses 5 camarades de classe n'ont pas accès en temps normal à cette école-là parce qu'apparemment ils ont tous des maladies ou des handicaps. On sait que Joséphine, elle comprend tout. Elle a son camarade qui est muet, elle en a un qui a des TOC, il y en a un qui est hypocondriaque. Et du coup, ils sont séparés des autres élèves. Mais là, ils vont devoir du coup se retrouver en classe avec l'école des enfants normaux. C'est comme ça que ça s'appelle dans le livre. Sauf que Joséphine et ses camarades vont vouloir mener l'enquête sur cette inondation parce qu'ils trouvent ça louche. Ils veulent retrouver le coupable, en fait, qui est à l'origine de cette inondation, pourquoi il a inondé l'école, à qui ça profiterait. Et en parallèle, on a le directeur de l'école des enfants normaux qui essaie d'intégrer ce petit groupe en leur disant qu'il ne faut pas se moquer d'eux, qu'il faut être tolérant, qu'il n'y a pas de différence. Et pour le moment, on ne voit pas vraiment le lien entre ces événements-là et une potentielle sortie au zoo. Alors on sait que c'est la sortie pour la période de Noël, mais on n'a pas encore tout connecté, donc ça nous semble assez absurde. Et j'avoue que j'ai hâte de savoir la suite. Je pense que je vais l'écouter ce soir en cuisinant ou en faisant 2-3 choses. Je trouve que c'est un bon début pour cette histoire. En tout cas, l'auteur m'a totalement embarquée. Mais je vous en reparlerai du coup très certainement de même parce que je vous dis, je le dévore là à l'écoute et il est vraiment pas très long. Nous sommes mardi, il est 14h, je viens de me faire mon café qui est à la limite de déborder, donc je vais essayer de boire la première gorgée en vitesse avant de tout renverser. Sauf que c'est chaud. Bon, je vais le poser, ça ira mieux. Obligée de brancher la ring light parce qu'alors il fait un temps exécrable. De toute façon, c'est ça toute la semaine, donc attendez-vous à avoir une luminosité pourrie dans la vidéo. J'ai également donc enlevé mes lunettes pour éviter le bon vieux reflet de la ring light. J'espère pouvoir faire ce clip en une fois parce qu'il y a des travaux voilà, dans le bâtiment. Donc depuis ce matin, ça a percé, il y avait du bruit. J'espère que là, ils sont encore en pause et qu'ils vont pas bientôt reprendre. Si je vous prends, c'est pour vous parler de la lecture audio que j'ai terminée hier de Joël Dicker, La très catastrophique visite du zoo. Je crois avoir retenu enfin le titre. Je l'ai terminé hier soir et honnêtement, je crois que nous sommes sur mon premier coup de cœur de l'année 2025. Comme je vous le disais hier et je le réitère, c'est un roman qui est à la fois touchant, qui est à la fois drôle. Je pensais pas m'attacher autant à Joséphine et ses amis en si peu de temps parce que l'écoute dure 3 heures, donc c'est quand même assez rapide. Et pourtant, ils ont conquis mon cœur. Ce sont des enfants qui sont prêts à tout pour découvrir qui
à inonder leur école qui chérit ce temps, l'école pour les enfants spéciaux, pour des enfants comme eux. Ils vont mener une enquête aidée d'une grand-mère qui est spécialiste dans les séries policières et elle va leur expliquer en fait comment on mène une enquête de A à Z avec les suspects, les coupables, les indices, les alibis, le motif, et les enfants vont véritablement se prêter au jeu, se mettre dans le rôle de l'enquêteur. Bien évidemment, vous vous en doutez, ce sont des enfants qui sont en école primaire, donc on est très loin des enquêtes que a pu nous servir Joël Dicker par le passé. Mais c'est très drôle et ça a mené sur le ton très humoristique. Ils se retrouvent dans des situations assez cocasses et ils en font voir de toutes les couleurs d'ailleurs au directeur de l'école pour les enfants normaux, vu qu'il les récupère et qu'il leur ouvre une classe en fait pour eux. Et en parallèle de ça, Joséphine raconte du coup l'histoire à ses parents un soir à table de qu'est-ce qui s'est véritablement passé au zoo. Mais dès le début, elle nous indique que cet événement au zoo est un événement qui est isolé et que pour comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, il faut remonter un petit peu dans le passé et prendre connaissance des différents éléments qui les ont menés à cette visite au zoo et surtout à cette catastrophe. Il faut vraiment avoir en fait une vision globale pour comprendre le comment du pourquoi. Et alors là, on est embarqué dans une farandole d'événements les plus catastrophiques les uns que les autres, les plus drôles aussi. Vraiment, je ne me suis pas forcée à rire ou à rigoler pendant cette lecture. C'est que vraiment, ça me faisait rire. Un grand bravo aussi à la comédienne qui lit le livre, parce que je vous le dis, je pense que ça y joue énormément aussi. Il y a des bruitages, on entend vraiment la cour de l'école ou quand ils sont dans une voiture. On est vraiment en immersion totale durant l'écoute et je pense que ça y joue aussi. Mais mine de rien, même si ce livre est drôle et amusant au premier abord, on pense que ça va être super léger. Eh bien, pas réellement, parce que Joël Dicker aborde quand même des thématiques de notre société actuelle qui sont quand même importantes. On va parler de démocratie, on va parler de censure, de vivre ensemble, de tolérance, d'éducation inclusive, mais ces mots sont mis en fait dans la bouche d'une enfant de 6-7 ans. Donc ce livre a réellement un degré différent de lecture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un livre intergénérationnel, si je puis dire. Il peut se mettre dans les mains de tout le monde, aussi bien des adultes que des adolescents et des plus jeunes, notamment à partir de peut-être 9-10 ans, parce que déjà l'enquête est très simple et en plus l'auteur va initier les plus jeunes lecteurs au genre policier, aux enquêtes, avec donc les mots-clés et les différentes étapes que l'on retrouve dans chaque roman policier ou dans chaque série. Et en plus de ça, ça va leur faire découvrir de nouveaux mots, de nouveaux termes et un petit peu la société en fait dans laquelle on vit. Également le rôle de l'éducation parce qu'en fait c'est via leurs professeurs et le directeur que les élèves vont avoir la possibilité de comprendre qu'est-ce qu'une démocratie par exemple, l'inclusion, tout ça c'est grâce aux adultes qui le comprennent parce qu'ils prennent le temps de le définir. Et d'ailleurs c'est quand même le pari que s'est lancé Joël Dicker parce qu'à la fin du livre il y a un très bref entretien avec l'auteur dans lequel il nous explique qu'il a voulu écrire un livre qui, je cite, est à lire et à faire lire. Et je pense honnêtement que son pari est largement réussi. Parce qu'en effet, il va toucher un très très grand public et ce livre peut également donner le goût à la lecture si on le met entre les mains des plus jeunes. Ils vont peut-être se découvrir une passion. À travers cette histoire, il veut rassembler en fait les personnes parce qu'il s'est rendu compte que les livres rassemblent des personnes totalement opposées. Il en a fait un petit peu le bilan à travers ses visites en librairie. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, pour lui, un pari qui est réussi. Et c'est vrai que là, j'ai envie d'aller me le procurer vitesse grand V et de le mettre entre les mains de tout le monde. À commencer par ma sœur jumelle qui... Pour le coup, on est très différentes sur ce point-là, n'aime pas lire. Et je me lance le défi de lui faire lire ce livre. Après, elle aime ou elle aime pas, bon ok, ça c'est totalement différent, mais au moins de lui faire lire parce qu'en plus il est court et honnêtement il est très prenant. Et je pense que je l'ai autant aimé parce qu'il m'a rendu aussi un petit peu nostalgique, il m'a rappelé le même genre de livre que je lisais quand j'avais 10-11 ans quoi. Vous l'aurez compris, c'est un véritable coup de cœur, je pourrais en parler je pense des heures alors qu'il est très court en soi mais il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à partager, je vous promets, moi j'ai eu énormément d'émotions en lisant ce livre, je l'ai trouvé beaucoup trop court. J'aurais aimé rester avec Joséphine et ses amis. Ils ont un petit groupe où ils sont très solidaires, ils se soutiennent, ils sont prêts à tout, où ils ont encore aussi cette innocence, cette naïveté. C'est vraiment un livre qui m'a déconnectée, qui m'a transportée sur un petit nuage. Il est très réconfortant et je vous encourage fortement à le lire parce que de toute façon, je vais commencer une propagande. Donc croyez-moi, vous n'aurez plus le choix que de le lire. Du coup, hier soir, je n'ai pas commencé de nouveaux livres étant donné que ça a été un coup de cœur.
Il me fallait le temps de redescendre de mon petit nuage. Je pense partir sur le Henry Lovenbrock, Les disparitions de Blackmore que je vous ai présenté dans la semaine dernière, mais je sais pas trop. Quoi qu'il arrive, je pense que je la commencerai ce soir et je vous présenterai demain ma nouvelle lecture parce qu'autant je vais changer d'idée et je vais m'orienter vers une toute autre lecture. Pour ce midi, on a des choux-fleurs cuits au four avec quelques épices type paprika, on a des pâtes, on a un œuf qui a été battu sauvagement dans une poêle et on a du steak semi-carné qui est déjà prédécoupé. Je me rends compte qu'à chaque fois que je vous filme mon repas, c'est n'importe quoi. Ça donne vraiment pas envie, c'est pas appétissant. Alors je vous assure que c'est bon, mais vous allez penser que j'ai vraiment un palais de Doberman quoi, alors que c'est pas le cas, je vous assure. Nous sommes vendredi matin, je réalise que je ne vous ai pas vraiment beaucoup pris pendant cette semaine, mais alors elle passe à une allure folle. J'ai l'impression lundi d'avoir cligné des yeux et ça y est, nous sommes déjà vendredi. Donc autant vous dire que je suis à fond dans ma semaine. J'ai tout de même commencé une nouvelle lecture et c'est pourquoi je vous prends. Alors je n'ai pas commencé le Henry Lovenbrock, bien qu'il me tentait énormément, mais voilà, j'ai changé d'avis. Et je me suis tournée vers un livre que j'ai eu à Noël. Il s'agit de L'énigme de Turnglass, publié aux éditions 10-18 et écrit par Gareth Rubin. C'est un livre que j'ai vu passer quelques fois sur les réseaux sociaux. Il est sorti en octobre 2024 et il a énormément attiré mon attention, déjà de par sa couverture, par son titre, mais aussi parce que c'est un livre qu'on appelle tête bêche et donc quand on le retourne, nous avons une autre histoire, écrite donc à l'envers d'un livre classique. Je n'ai absolument rien voulu savoir sur ce livre, c'est-à-dire qu'en fait je l'ai mis sur ma wishlist sans même connaître le résumé. Je fuyais toutes les critiques, tous les avis, tous les book calls, tout. Voilà, dès que je voyais ce livre passer, je fermais les yeux, je me bouchais les oreilles. Je ne voulais absolument rien savoir. Et même là, en le prenant dans ma bibliothèque, j'ai lu juste la petite phrase qu'il y a inscrite ici. Parce que sinon, le résumé, j'ai l'impression que c'est ce qui se trouve là, juste au dos. Et même ça, je ne l'ai pas lu. Donc, je l'ai commencé, je suis à 104 pages précisément. Donc, ce qu'on apprend quand on lit la phrase, juste ici, c'est que ça se passe en Angleterre en 1881, une maison isolée, une femme prisonnière d'une cage de verre. Je sais pas si on peut réellement dire que ce livre est gothique. Je connais pas vraiment la définition du terme gothique dans les livres à la Daphné du Maurier ou autre. Mais ça va se passer quand même sur l'île de Ré, l'île qui est isolée en fait de l'Angleterre. Et sur cette île, il va y avoir la maison qu'on appelle Turnglass parce qu'en fait, en haut de sa girouette se trouve un sablier de verre. Donc voilà, ça lui vaut le nom de la maison. Et alors déjà que l'île est isolée, cette maison l'est encore plus là où elle est située sur l'île. Mais en fait pour le moment, vous voyez, la maison elle n'est pas personnifiée, c'est pas vraiment le sujet quoi. Bien qu'on sait que les habitants de l'île ne portent pas dans leur cœur la maison Turnglass et ses habitants, je sais pas si on peut se dire que c'est un roman gothique ou pas, mais au moins vous voyez à peu près de quoi je parle et de quoi il s'agit si j'emploie le mot gothique. Dans cette première histoire, on va suivre Simeon Lee, qui est un jeune médecin qui vit à Londres et qui travaille en fait dans une recherche pour trouver un traitement, un vaccin contre le choléra qui est le mot de la société actuelle. Mais pour cela, il doit décrocher la bourse Macintosh de King's College pour pouvoir continuer sa recherche, étant donné qu'en fait à côté il n'ouvre pas réellement un cabinet. Donc lui c'est vraiment son travail de recherche qui prime avant tout, sauf que la bourse lui est refusée et donc Simeon ne sait pas vraiment quoi faire parce que sans argent il ne peut pas travailler et il ne peut pas vivre. Il va repenser à une lettre que lui a envoyée son père qui concerne le cousin de son père, mais pour faciliter les choses dans l'histoire, Simeon va appeler ce cousin de son père son oncle. Voilà, même lui il dit pour faciliter les choses, je vais vous appeler mon oncle. Cet oncle s'appelle Oliver, il a été docteur et maintenant il est vicaire sur l'île de Ré et il vit à Turnglass. Et dans cette lettre, son père lui dit que son cousin/oncle
est malade depuis quelques jours, qui ne va pas bien et il lui demande s'il peut aller sur l'île afin de le soigner. Donc au début, Siméon, il est tellement omnibulé par sa bourse qu'il ne voit même pas l'intérêt d'y aller alors qu'il ne connaît même pas cette personne, que c'est une famille éloignée. Mais au final, il se dit que ça lui fera quand même un petit peu d'argent pour ensuite revenir à Londres et continuer ses recherches. Sachant que Siméon est quand même au courant d'une histoire qui s'est passée il y a 2 ans dans cette famille, c'est-à-dire que le vicaire avait un frère qui s'appelait James, qui a été tué par sa femme, Florence. Sauf que Siméon n'en sait pas plus sur les circonstances de la mort de James. Il ne s'y est jamais réellement intéressé, ni même donc à cette partie de la famille. Et il va quand même demander quelques renseignements à son père avant d'y aller. Et son père lui répond qu'en fait, il doit laisser ça de côté. Que Turnglass est quand même une maison possédée, corrompue, qu'elle a quelque chose de maléfique et qu'en gros, Dieu seul peut faire justice, il faut qu'il laisse ça en fait à Dieu. Et donc, une fois arrivé à Turnglass, il va essayer de soigner son oncle, sauf qu'il ne reconnaît pas vraiment la maladie qu'il a, elle s'empire de jour en jour. Il a beau essayer de diagnostiquer, de trouver quelque chose dans son environnement qui aurait pu faire que dans la nourriture, il ne voit absolument rien. Et en plus de ça, il va très vite se rendre compte en posant quelques questions, en mettant son nez par-ci par-là, que le meurtre de James est assez tabou. Voilà, personne veut lui dire réellement ce qui s'est passé. Tout le monde évite le sujet, il sent que ce soit les domestiques ou son oncle, on lui cache des choses, on lui dit pas tout, même les habitants de l'île sont pas réellement honnêtes et très vite il va faire la connaissance de Florence parce que comme nous dit, c'est pas un spoil parce que c'est écrit juste là, c'est la femme prisonnière d'une cage de verre qui se situe dans la maison de Turnglass. Elle est prisonnière depuis bientôt 1 an, depuis son meurtre, parce qu'en fait c'était soit l'asile, soit ça. Florence est très énigmatique et elle ne parle pas. Elle ne peut absolument pas sortir de stockage en verre. Donc voilà à peu près pour le résumé, en tout cas pour essayer de vous mettre l'eau à la bouche parce que je suis à fond dans ma lecture. Franchement, si je pouvais faire que ça, je le ferais de toute la journée. Mais vous voyez que quand même, depuis mercredi, je suis à la page 104, donc j'ai quand même respecté mes prérogatives. C'est un livre qui est vraiment plein d'énigmes et d'intrigues. J'ai envie de savoir la suite. En plus, ça se passe du coup avec une météo qui est pluvieuse, avec du brouillard, il y a de la boue, c'est parfait, vous allez me dire, pour le temps que l'on a actuellement. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui rend cette lecture addictive, c'est parce qu'on a envie de retourner le livre pour savoir la suite de cette histoire. En fait, c'est pas vraiment une suite. On nous dit qu'on va retrouver une autre histoire à l'envers du livre, mais qu'apparemment les 2 histoires sont liées. Donc voilà, je sais pas si vous le connaissez, du coup je sais plus où est l'envers, où est l'endroit. Je sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez dans votre wishlist, dans votre pile à lire, si vous en avez entendu parler, si vous tente ou pas du tout. Mais pour le moment, je suis hyper satisfaite de ma lecture et vraiment, il se lit très très bien. Là, j'ai encore un petit peu le temps avant, j'ai un rendez-vous vers les 11h. Je sais pas pour vous, mais moi, dès que j'ai un rendez-vous comme ça en milieu de matinée, j'arrive à rien faire de ma matinée. Je sais pas pourquoi, je suis dans l'attente, j'ai toujours peur d'être en retard et tout, je regarde tout le temps ma montre, je mets 10 000 réveils pour partir et tout à l'heure. Donc là clairement, vu que je sais que je ne vais pas pouvoir travailler ou autre, je vais continuer ma lecture, l'avancer un maximum pour vous en reparler ce week-end. Nous sommes dimanche, c'est bientôt 17h, je vous prends en speed parce que je suis en train de terminer mon montage. Il va falloir que j'ajoute ce morceau-là pour pouvoir vous le poster sur YouTube avec du retard. Je m'en excuse. Ça a été un week-end assez mouvementé, on a été à droite à gauche pour des anniversaires, des brunchs, la famille, la balade. Voilà, on en a profité, ça fait du bien, mais j'aurais pu vous clôturer le vlog avant. C'est juste que j'ai pas pris le temps, je m'en excuse. J'ai quand même terminé, alors pas le livre, mais la première histoire de l'énigme de Turnglass. Je vous débrieferai ça demain. J'ai à peine commencé l'autre histoire, donc voilà, j'espère que là ce soir je vais pouvoir un petit peu lire et je vous en reparlerai mieux demain. Voilà, je suis vraiment désolée pour ce petit contretemps, mais j'ai manqué d'organisation sur ce coup. J'espère en tout cas que vous avez passé une belle semaine et un bon week-end. Je vous souhaite une bonne reprise pour demain matin et on se retrouve la semaine prochaine.